Monsieur El Hadj Sall, chers amis auteurs, mesdames, messieurs les invités, nous voici réunis ce matin pour la cérémonie de dédicace de l'ouvrage de monsieur El Hadj Sall intitulé « Regard croisé sur la gestion des ordures ménagères au Sénégal, rôle et perception des acteurs ». Je dois pour ma part dire tout de suite que c'est un agréable plaisir de me retrouver ici pour présider cette cérémonie de dédicace de cet ouvrage pour au moins deux raisons. La première, c'est que de façon objective, c'est toujours un heureux événement dans l'histoire intellectuelle d'un pays qu'on célèbre un ouvrage. Parce que on entend souvent dire qu'au Sénégal, on ne produit pas assez, on n'écrit pas assez. Certains imputeraient ou expliqueraient cette sous-production intellectuelle par le fait que nous sommes une civilisation de l'oralité et que nous avons culturellement, anthropologiquement, historiquement tendance plus à parler qu'écrire. Et aujourd'hui, il n'y a pas de doute qu'une civilisation sans écrit, sans trace scripturale, est une civilisation qui est appelée à disparaître. Et que les civilisations sont supérieures les unes par rapport aux autres, ou plus valeureuses les unes par rapport aux autres, par la quantité et par la qualité des écrits laissés par les acteurs de cette civilisation. Donc je pense que c'est toujours un heureux événement dans l'histoire d'un pays qu'on célèbre l'écriture d'un ouvrage, qu'on baptise un ouvrage. Parce que là, notre ami El Hadj Sall apporte une contribution importante à l'histoire des idées, mais aussi à l'histoire des politiques publiques de notre pays. Et pour moi, c'est le premier facteur de satisfaction de ma présence ici. Deuxième raison, plus subjective maintenant, c'est les relations personnelles que j'ai avec l'auteur, que j'ai connu depuis bientôt une vingtaine d'années. Et nous avons eu l'occasion de travailler à l'intérieur du Sénégal, lui apportant son expertise, moi apportant la mienne, et nous avons aussi conjugué nos expertises avec d'autres à l'époque. Lorsque on lançait la décentralisation au Sénégal, dans les années 2000, nous avons ensemble sillonné une bonne partie du territoire pour implémenter la politique de décentralisation au Sénégal. Et c'est là que je l'ai connu et que j'ai su apprécier ses qualités à la fois humaines et intellectuelles. Et dernière raison, ou troisième raison, c'est que c'est pour moi aussi un plaisir de me retrouver ici, parce que je me retrouve aussi dans une enceinte, dans un milieu où je vois des êtres que je connais bien, qui me sont chers, mon cher collègue, avec qui j'ai partagé l'université, avec qui j'ai partagé une cité pendant longtemps. Donc nous avons vécu des moments de convivialité. Je retrouve aussi chez le vérificateur général, avec qui aussi j'ai eu l'occasion de collaborer à la présidence de la République, parce que nous étions dans la même institution, la présidence de la République. Et je retrouve des amis, un cousin, Ismaël Diop, que j'avais perdu de vue, l'inspecteur des douanes, et beaucoup d'amis. Donc c'est un plaisir de me retrouver là. Et je voulais maintenant vous dérouler peut-être vous présenter le déroulé de la cérémonie. Je pense que nous allons tout de suite donner la parole au mot de bienvenue du docteur Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan. Je voudrais juste, avant de lui donner la parole, évoquer rapidement ou rappeler rapidement la contribution importante du docteur Abdoulaye Diallo dans ce que j'appelle, peut-être en abusant un peu, en exagérant un peu, la réhabilitation du livre au Sénégal. La réhabilitation du livre. Parce qu'il a été au Sénégal un long moment, malheureusement, où beaucoup d'auteurs, détenteurs de manuscrits ne pouvaient pas publier cet ouvrage. Par exemple, moi je connais des professeurs de qualité qui avaient leurs manuscrits, mais le manuscrit restait à l'état de manuscrit, au plus à l'état de fascicule distribué aux étudiants. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas au Sénégal une institution
une organisation qui avait vocation à accompagner les auteurs pour éditer leur ouvrage pendant longtemps. Et là, je parle juste de professeurs. Il y a beaucoup d'autres qui ont des manuscrits dans le domaine des sciences islamiques, des manuscrits de romans, de nouvelles, de recueils de poèmes, mais qui ne pouvaient pas simplement l'écrire. Parce qu'à l'époque, l'édition coûtait trop cher au Sénégal. C'était impossible. C'est au compte-gouttes que les quelques maisons d'édition qui existaient sortaient des ouvrages. Et depuis que Diallo a commencé ici, bientôt une dizaine d'années, aujourd'hui, publier un livre est devenu, pour ainsi dire, courant au Sénégal. Les auteurs aujourd'hui qui font des productions de qualité n'ont plus de problème pour publier leurs écrits, pour publier leurs pensées, pour publier leurs productions. Et donc, ce qui fait que pendant longtemps, on a eu ce qu'Amadi Alidien, dont cette salle d'ailleurs porte le nom, appelait à l'époque une crise du livre. On n'écrivait pas. On n'écrivait pas, on disait oui parce que les gens n'aiment pas écrire, c'est l'oralité, voilà, etc. Mais on s'est rendu compte qu'au fond, ce n'était pas si vrai que ça quand on disait que les gens n'écrivaient pas. Il y a évidemment des gens qui écrivaient, mais ils n'avaient pas la possibilité tout simplement d'éditer et de publier leur ouvrage. Et aujourd'hui, si on devait compter le nombre d'ouvrages édités et publiés par l'Harmattan depuis une dizaine d'années, je me demande si ça n'égale pas le nombre d'ouvrages publiés de l'indépendance à 2010 au Sénégal. Tellement on a une quantité d'ouvrages et des ouvrages aussi de qualité. Et donc, à cet égard, Abdoulaye Diallo a à la fois réhabilité le livre, mais aussi apporté une contribution importante à l'histoire intellectuelle du pays. Parce qu'encore une fois, l'histoire intellectuelle, c'est une histoire qui se lit, qui se connaît, qui s'illustre à travers les livres. Aujourd'hui, de hauts fonctionnaires peuvent publier leur mémoire. Aujourd'hui, des professeurs d'université peuvent publier leur manuel et mettre à la disposition des outils didactiques. Aujourd'hui, des poètes peuvent publier leur recueil de poèmes, etc. Et ça, c'est une contribution du docteur Abdoulaye Diallo et de l'Harmattan que je voulais saluer. Ensuite, la parole sera donnée à l'adjudant-chef Moussa Ndiaye, qui va présenter l'auteur. Ensuite, la parole sera donnée au mot de l'auteur, la parole au public. Ensuite, il est prévu au mot du vérificateur général, un mot du ministre de l'Environnement ou de son représentant, et le mot de clôture de Ismaël Madior Fall, de votre serviteur. Professeur Ismaël Madior Fall, Monsieur le vérificateur général, Monsieur le conseiller technique du ministre de l'Environnement, Monsieur l'adjudant présentateur de l'auteur, mon cher ami Elhadji Sall, auteur, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, qui avez bien voulu répondre à notre invitation et à celle de Monsieur Elhadji Sall. Je ne sais que dire après les mots ô combien aimables que mon grand frère, le professeur Ismaël Madior Fall, a eu à dire à mon endroit, si ce n'est merci de ces mots. Mais surtout aussi, après avoir souhaité à tous et à toutes la bienvenue à cette cérémonie, d'avoir pris de votre temps un samedi matin, où on a un long week-end, il aurait été bien confortable de rester au lit, mais vous avez bien voulu répondre à notre invitation et à celle de M. Elhadji Sall. Merci pour cette marque d'estime. Ces mots dits, je voudrais juste dire quelques mots de remerciement. Je ne vais pas être trop bavard parce que je ne saurais dire plus que ce que le ministre Ismaël Madior Fall a dit tout à l'heure pour parler de l'Harmattan Sénégal et du travail qui est en train d'être fait. Merci à Monsieur le vérificateur général de l'État qui est devenu un habitué, si je puis ainsi m'exprimer, des activités de baptême de livres, Monsieur le ministre, pour vous reprendre, qui sont organisées à l'Harmattan Sénégal. Monsieur Collin, merci de prendre de votre temps si précieux que nous connaissons pour être parmi nous. Merci également au garde des Sceaux qui voilà, nous accompagne dans cette aventure maintenant depuis une dizaine d'années, comme il vient de l'évoquer. Avec lui, on a publié des manuels, on a publié des ouvrages.
On a signé des conventions quand il était patron du Crédit là au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques. Et puis voilà, on continue de publier, pas plus tard que tout à l'heure, il a reçu un livre qu'il a entre les mains, il vous en parlera certainement tout à l'heure. Merci également à El Hadj d'avoir bien voulu confier l'édition de son ouvrage à l'Harmattan Sénégal. Un ouvrage dont je suis vraiment fier d'avoir participé à rendre disponible sur le marché. Pour la bonne et simple raison que voilà un monsieur qui s'intéresse c'est-à-dire au bien-être de notre pays. Il est de notoriété publique que notre pays a un problème avec la gestion de ses ordures, qu'elles soient ménagères ou qu'elles soient d'un autre ordre. Consacrer un ouvrage à la manière de gérer ses ordures, autrement dit, c'est consacrer un ouvrage de réflexion à comment rendre beaucoup plus accueillant notre pays, à rendre beaucoup plus sain l'environnement dans lequel nous vivons. Je ne connaissais pas l'homme avant qu'il ne soit venu dans mes locaux pour nous soumettre ce manuscrit. Mais après avoir écouté tout à l'heure les deux mots que le garde des Sceaux a dit à son endroit, je comprends en fait pourquoi M. Sall a eu toujours ce souci de l'organisation. Pourquoi souci de l'organisation? Parce que voilà un secteur qui, une fois qu'il est réglé, il y a un certain nombre de problèmes au quotidien que les Sénégalais ont. Si ce problème est réglé, nous ne les aurons plus. Aujourd'hui, faites une enquête auprès des professionnels de la santé, spécialistes de la dermatologie, ou bien observons ce qui se passe autour de nous dans nos familles. On a toujours un enfant ou une personne qui est en train de se gratter. Autrement dit, il y a une pléthore plutôt de dermatoses qui sont en train de se développer simplement liées au fait que nous avons un souci avec la gestion de notre environnement et avec la gestion de ces ordures ménagères. Monsieur Sall, c'est un travail de salut public que vous venez de faire en consacrant cette réflexion. Le contenu du livre, vous y reviendrez tout à l'heure, vous nous direz pourquoi avoir commis un tel ouvrage. Mais l'invite que je fais en saisissant cette opportunité est de nous inscrire dans cette logique de gestion d'abord au niveau des familles de nos ordures. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'à cause de la défaillance du système de distribution ou de collecte de ces déchets, maintenant on voit les charretiers qui s'y mêlent, c'est-à-dire tous les coins de rue de Dakar sont devenus des dépotoirs publics. Monsieur le ministre, représentant ici l'autorité, je pense que monsieur le conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Environnement qui est là également, je sais que la question vous préoccupe, mais quand même, multiplier le travail qui est en train d'être fait pour faire en sorte quand même que notre pays reste ce pays des années 80 dans lequel on a grandi. Moi j'ai grandi, je suis né ici à la rue Escarfet. Quand on sortait de l'école le soir à 17 h, on avait des jardins publics où on allait là-bas, on avait une demi-heure de récréation ou une heure de temps avant de retourner nous replonger dans nos devoirs. Aujourd'hui, c'est-à-dire dans Dakar, à part Anne, je ne vois pas du tout où il y a un espace vert. C'est vraiment un véritable souci. Il faut que nous allions dans le sens de régler cela. Je commence à être très bavard, raison pour laquelle, monsieur le ministre, j'ouvre le micro. Et puis en souhaitant un bon succès, un bon vent à cet ouvrage. Merci à tous. Merci beaucoup, Diallo. Je crois savoir que vous voulez prendre la route. Vous restez avec nous. Ok. J'espère aussi que vous ne filerez pas à l'anglaise, ni à l'italienne. Ok, merci encore infiniment. Je voulais en profiter pour saluer respectueusement mon ami et grand frère Mohamed Ba, que je viens d'apercevoir. Dem, bonjour. Merci. Je donne tout de suite la parole à l'adjudant-chef Moussa Ndiaye pour la présentation de l'auteur. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, garde des Sceaux, monsieur le vérificateur général du Sénégal, monsieur le représentant du ministre du Développement durable, chers invités, bonjour.
C'est pour moi un honneur, un privilège d'être là pour présenter d'abord un ami, un frère avec qui nous avons passé ensemble de longues années. Ce n'est pas du hasard. El Hadji Sall, c'est quelqu'un avec qui nous avons été ensemble, enfants d'abord, adolescents, ensemble. Nous avons fréquenté ensemble les écoles et aujourd'hui, je me désigne pour le présenter, me paraît très facile. Parler de El Hadji Sall, c'est pour moi, c'est comme si je parlais de moi-même. Et tout ne pas être dit, mais je veux juste parler succinctement de l'homme. El Hadji, voilà un homme qui est fidèle en amitié, un homme simple de cœur, d'une grande générosité de cœur, répugnant à déranger mais toujours prêt à servir. El Hadji Sall, il est né à Kaolack, dans la région située au centre du Sénégal. Il est économiste de formation, spécialisé en planification et management des projets de développement. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, spécialité management de gestion et d'un master d'études diplomatiques stratégiques et licencié en agronomie option eaux et forêts. Il a enseigné le management de projets dans les instituts d'enseignement supérieur au Sénégal et dans la sous-région. Il a travaillé durant une vingtaine d'années au niveau de projets de développement financés dans le cadre de la coopération internationale et d'agences nationales et internationales au Sénégal dans des secteurs divers tels que la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement, la gestion des déchets solides, la santé communautaire et la décentralisation. Tour à tour, M. Sall a occupé les postes suivants. De 1993 à 1914, il a travaillé au projet de reboisement du Sénégal au sein de l'USAID comme coordonnateur du programme national de co-investissement. De 1995 à 1997, il était au projet de gestion communautaire des ressources naturelles, toujours à l'USAID, en tant que coordonnateur de la zone agricole du Saloum. De 1997 à 2001, toujours au sein de l'USAID, dans le projet de gestion communautaire de ressources naturelles, il a occupé les fonctions de responsable du volet suivi-évaluation. De 2002 à 2005, toujours à l'USAID, dans le projet de décentralisation et initiative de santé communautaire, il occupait la fonction d'administrateur comptable. De 2005 à 2006, à l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, au bureau de représentation au Sénégal, il occupait la fonction de directeur adjoint chargé du suivi de la mise en œuvre des programmes. De 2007 à 2012, il était à l'Agence de la propriété du Sénégal à Prosen, comme directeur régional de l'Agence Nord, couvrant les 3 régions administratives de Louga, Saint-Louis et Matam. De 2012 à 2014, il était affecté au ministère de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal comme conseiller technique et assistant du directeur de cabinet. Et de 2014 à nos jours, toujours au ministère de l'Environnement et du Développement durable, il est inspecteur des affaires administratives et financières. Voilà succinctement le cursus à la fois professionnel de l'auteur El Hadji Sall. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole au suivant pour la suite de la cérémonie. Merci, monsieur le ministre. Je voulais juste, avant de me donner la parole, ajouter 2 choses qui m'ont frappé. Moi, c'est que c'était un intellectuel, c'est un intellectuel curieux de tout. Et l'évocation de son parcours l'illustre à merveille, curieux de tout. Ensuite, c'est un homme d'une courtoisie distinguée. Je vous donne la parole. Au président, notre professeur Ismaël Madior Fall, le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le ministre de la Justice, donc garde des Sceaux, professeur Ismaël Madior Fall,
Monsieur le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur le vérificateur général du Sénégal, distingués invités, je voudrais d'abord, Monsieur le Président, vous demander de me permettre de prononcer quelques mots de remerciement avant de présenter l'ouvrage. Rendre d'abord grâce à Dieu, remercier mes parents, ma mère qui n'est plus de ce monde, que la terre lui soit légère, remercier mon cher papa qui, malgré son âge et sa santé fragile, avait tenu à être là. Il était là et il n'a pas pu rester plus longtemps à cause de son état de santé. Et lui qui a été un modèle pour moi, quelqu'un qui a gravi tous les échelons à partir d'instituteur adjoint pour devenir instituteur plein, directeur d'école, administrateur civil et jusqu'à même devenir gouverneur de région. Donc je voudrais vraiment lui rendre un hommage. Remercier mon épouse et mes chers enfants qui sont là pour leur compréhension, pour m'avoir donné du temps d'écrire. Je souhaite que ce travail, chers enfants, vous serve d'exemple. Je vous remercie, monsieur le professeur Ismaël Madior Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez confirmé votre présence à cette cérémonie dès les premières heures. Également, je remercie mon ministre de tutelle, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui m'a beaucoup encouragé dès les premiers instants que je lui ai parlé de cet ouvrage. Monsieur le vérificateur général du Sénégal, je voudrais vous présenter mes sincères remerciements, ainsi que celles de vos collaborateurs, le chef du bureau de suivi et de coordination de l'inspection générale d'État à la primature, votre assistante de vérification, ainsi que toute votre équipe de vérification. Votre présence ici témoigne de l'importance particulière que vous accordez aux collaborateurs que nous sommes, à vos collaborateurs que nous sommes dans les ministères. Vous m'inspirez beaucoup de par votre comportement exemplaire d'homme d'État. Je remercie également Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Économie numérique, qui avait confirmé sa participation et qui a été retenu à la dernière heure à l'Assemblée nationale pour le vote des budgets de son ministère en plénière qui est programmé aujourd'hui. Mes remerciements vont également à Monsieur le directeur de Harmattan Sénégal, Monsieur Abdoulaye Diallo, ici présent, et à toute son équipe qui, de près ou de loin, a participé à l'édition de cet ouvrage. Merci à votre chargé de communication, Senghane Ndiaye, qui a coordonné l'organisation de ces rencontres. Je remercie également les correcteurs qui ont accepté de sacrifier de leur temps pour lire et améliorer la qualité de cet ouvrage. Je remercie le président de l'Association des écrivains du Sénégal et tous les collègues écrivains qui sont présents et que ceux qui voulaient être présents qui n'ont pas pu le faire. Je remercie également les invités venus des horizons divers qui ont marqué leur présence pour montrer leur intérêt pour le sujet. Je pense aux coordonnateurs de l'unité de gestion des déchets solides, à tous les directeurs généraux, responsables d'organismes, responsables de GRAC Sénégal et tous ceux qui, donc, comme j'ai dit, ont manifesté un intérêt pour le sujet. Je remercie le colonel des douanes à la retraite Ismaël Diop, mon ancien directeur de cabinet au ministère de l'Environnement et du Développement durable, auprès de qui j'ai appris beaucoup en pratique administrative. Également, j'associe à ces remerciements mes anciens collègues des différents projets, USAID, le PGCRL, la PROCEN, la coopération japonaise, et donc mes collègues également du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Je vous remercie tous individuellement pour avoir bien voulu m'honorer de votre présence. Je n'oublie pas mon personnel de bureau qui m'a beaucoup appuyé dans la préparation de cette cérémonie. Madame la conseillère technique en communication du ministre de l'Environnement et du Développement durable, soyez remerciés pour tous les efforts que vous avez entrepris pour faire de cette rencontre un succès. Je remercie tous les organes de presse dont la présence traduit l'intérêt qu'elle porte à ce sujet.
mes amis personnels, l'adjudant-chef Moussa Diaye, camarade de promotion qui a fait ma présentation tout à l'heure, mes amis Guillaume Omar de la SONES, mon ami ancien camarade de promotion Souleymane Ndoye qui est venu de loin, de Ngeko, à Bourg. Je remercie toutes mes sœurs et leurs époux, tous les parents ici présents. Ceci dit, Monsieur le Président, le professeur Ismaël Madior Fall, je voudrais donc passer à la présentation résumée de cet ouvrage. Et pour cela, je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, saluer la vision du chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, qui a érigé la gestion des déchets solides et du cadre de vie en priorité gouvernementale, avec une approche affirmée depuis 2012 qui, dorénavant, doit mettre l'accent sur une gestion intégrée et durable des ordures ménagères. L'ouvrage est articulé en 7 chapitres. Et une élucidation conceptuelle d'abord, pour avoir le même entendement sur les termes qui sont utilisés. Un chapitre sur la problématique de la gestion des ordures ménagères de façon générale, donc pour mieux cadrer le sujet. Et une troisième partie qui rappelle le cadre politique et institutionnel de la gestion des ordures ménagères au Sénégal, ainsi que les textes juridiques qui régissent la filière. S'ensuit donc un chapitre sur les rôles et les perceptions des acteurs ainsi que leur compréhension sur la gestion des ordures ménagères. Un autre chapitre va faire un état des lieux des différentes initiatives mises en place en matière de gestion des ordures ménagères au Sénégal. Au niveau du chapitre 6, ce chapitre renvoie à quelques exemples issus de modèles de gestion des ordures ménagères au Sénégal et à l'étranger. Enfin, dans le chapitre 7, nous avons voulu proposer quelques pistes ou approches pouvant contribuer à améliorer la salubrité de nos villes et villages. C'est donc, en résumé, la structuration de l'ouvrage qui donc est une contribution à la réflexion sur la problématique de la gestion des déchets solides ménagers dans notre pays. Et pour revenir au but, on peut dire, Monsieur le Président, distingués invités, que c'est un livre de capitalisation, de contribution donc à la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de gestion du cadre de vie, de gestion des déchets solides urbains. L'ambition, c'est d'interpeller tous les acteurs que nous sommes, gouvernement, administration publique et privée, collectivités locales, société civile, tous les citoyens sur nos comportements quotidiens et leurs conséquences vis-à-vis de notre cadre de vie, de notre environnement. Et là, je voudrais faire quelques commentaires. Je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas parce que nous sommes un pays dit en voie de développement qu'on ne doit pas vivre dans un environnement propre, qu'on peut jeter nos ordures dans les rues et que l'État ou la collectivité va les ramasser. Ce n'est pas donc, à mon avis, et pour vous sûrement, un bon comportement citoyen. Et le réflexe d'éco-citoyenneté est un réflexe qui n'est jamais acquis d'avance. C'est un réflexe que nous cultivons, comme nous plantons un arbre, qu'on plante, qu'on arrose, qu'on entretient. Et donc, pour installer ces réflexes à notre niveau. Et là, la sensibilisation des tout petits me paraît fondamentale pour donner des résultats positifs. Même si cette sensibilisation doit être faite par des exemples, à travers des exemples quotidiens, par ceux qui sont chargés de les encadrer. Si nous prenons l'exemple de Kigali, la capitale rwandaise, cette ville a été consacrée en 2015 et 2016 par ONU Habitat comme la ville africaine la plus propre. Et donc cet exemple a fini de nous prouver que la propreté n'appartient pas à une race ou n'est pas dépendante forcément de la situation de développement d'un pays. Kigali a réussi à instaurer l'ordre et la propreté parce que les dirigeants et les populations, toutes les couches de la population le voulaient. Ils y ont cru fermement et ils ont réussi à cela. Ils ont mis à profit une tradition de mobilisation communautaire des jeunes appelée Oumou Ganda, qui réunit tous les mois, les derniers samedis de chaque mois, donc tous les jeunes de plus de 16 ans, autour d'actions communautaires de développement. Et ils ont su orienter cette mobilisation communautaire
vers des actions de salubrité, et donc ce qui a beaucoup contribué à donc, rendre leur vie propre et à entretenir cette propreté. Pourtant, nous avons aussi cette mobilisation communautaire dans notre pays. Nous avons en effet au Sénégal des traditions de pratiques sportives qu'on appelle les navetanes, qui regroupent aussi la plupart des jeunes dans les villes et dans les villages, donc durant les grandes vacances. Ne pourrait-on pas, à l'instar de ce qui se fait à Kigali, orienter ces jeunes vers des actions quotidiennes et régulières de nettoiement pour rendre nos villes plus propres, pour ne pas faire que du sport durant les moments de vacances? Nous avons un ancien ministre chargé de l'environnement du Sénégal qui disait qu'il faudrait réussir à faire de nos ASC, associations sportives et culturelles, des associations sportives, culturelles et environnementales. Après avoir commenté le but, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable, distingués invités, je voudrais aborder les autres points clés qui sont développés dans l'ouvrage. Donc, parler de l'état des lieux qui a été fait pour faire la situation sur la gestion des ordures ménagères depuis le début de l'indépendance jusqu'à nos jours. Ceci a été fait à travers une analyse des rôles, des perceptions et des pratiques des différents acteurs. État, collectivités locales, ONG, partenaires au développement, GIE, associations sportives et culturelles. À partir de là, les principaux problèmes ont été identifiés et les conséquences économiques, environnementales et sociales qui en découlent. Et enfin, en se référant aux bonnes pratiques en Afrique et ailleurs dans le monde, nous avons voulu proposer quelques pistes ou approches pouvant contribuer à améliorer la salubrité dans nos villes et nos villages. Et ceci à différents niveaux. Au niveau du financement d'abord, il est admis que nos États seuls et nos collectivités locales, pour le moment, ne peuvent pas financer de façon durable la filière pour asseoir les infrastructures de base et se doter des équipements nécessaires. Et une des recommandations phares dans cet ouvrage a été le recours à l'intercommunalité comme cela se fait ailleurs. Au plan du traitement des déchets ménagers, tout le monde est d'accord que ce sous-secteur ou ce volet est un volet qui reste encore sous-valorisé. Pourtant, ce segment de la filière regorge d'énormes potentialités en termes de création de revenus et en termes d'emploi. Au niveau du management de la filière dans son ensemble, nous remarquons que la gestion est jusque-là fragmentée. Une partie de la collecte jusqu'à la mise en décharge est sous la responsabilité du ministère en charge des collectivités locales, tandis que la partie traitement des déchets est sous la tutelle du ministère en charge de l'environnement, ce qui ne facilite pas toujours une bonne prise en charge de façon efficiente des différents volets de la filière. Enfin, pour ce qui concerne la sensibilisation, nous proposons de développer ce volet par des actions plus ciblées qui pourraient intéresser certains leaders d'opinion, tels que les religieux, les acteurs culturels, les chefs coutumiers, les acteurs du système éducatif, notamment les écoles élémentaires, maternelles, et tout autre acteur pouvant contribuer à jouer un rôle important dans l'éducation et la sensibilisation des populations pour un changement positif de comportement vis-à-vis de l'environnement. Voilà de façon résumée, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable, distingués invités, Monsieur le vérificateur général du Sénégal, donc les éléments que je voudrais vous présenter. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais d'emblée exprimer les regrets du ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Mame Thierno Dieng, de n'avoir pu être là à cette importante cérémonie. Et sa présence se justifiait pour deux raisons au moins. La première, c'est que M. Sall, l'auteur de cet important ouvrage, est inspecteur des affaires administratives et financières dans son département. C'était une manière de magnifier le travail fait par cet auteur. Et la deuxième raison, c'est que l'ouvrage
porte sur une question qui interpelle tous ceux qui ont en charge les questions d'environnement, même si la compétence en tant que telle relève d'un autre ministère. Au nom du professeur Mame Thierno Dieng, je voudrais souhaiter que cet ouvrage contribue effectivement, comme l'a tantôt dit le garde des Sceaux, ministre des Affaires de la Justice, contribue effectivement à l'amélioration des politiques publiques, puisque écrire est une chose, traduire les écrits en programmes concrets permettant de sensibiliser, permettant de passer à l'action est une autre. Évidemment, toute cette responsabilité ne relève pas de l'auteur. Et c'est pour cela que certainement le Centre d'études d'éducation et de formation environnementale du ministère de l'Environnement et du Développement durable se saisira très tôt de cet ouvrage pour voir avec l'auteur comment le traduire justement en des programmes concrets de sensibilisation et d'éducation. Et je voudrais, pour terminer, transmettre à M. Sall, auteur, donc les vives félicitations du ministre de l'Environnement et du Développement durable et l'encourager à poursuivre dans cette voie, puisque vous l'avez dit, Monsieur le ministre, là, comme on le dit assez souvent, scripta malent verba volunt. Les mots s'envolent et les écrits restent. Et cela est fondamental. L'encourager à poursuivre dans cette voie, mais également encourager peut-être aussi tous les autres professionnels du département à lui emboîter le pas, parce que le regard qu'ils portent sur les questions dont ils ont la charge chaque jour, ce regard est très important et croisé évidemment avec le regard d'autres personnes, d'autres acteurs de milieux différents pourraient peut-être faire jaillir la vérité et l'action concrète que nous attendons des ministères, que nous attendons également de toutes ces agences qui ont en charge ces questions importantes qui nous concernent. C'est là, par là, Monsieur le ministre, que je voudrais terminer le propos et réitérer les félicitations donc, du professeur Mame Thierno Dieng à Monsieur Sall. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, chers collègues, représentants du ministre de l'Environnement, pour ces propos aimables sur l'auteur, mais aussi sur les félicitations du ministre de l'Environnement. Mais je voudrais aussi vous remercier sur votre proposition consistant après à voir avec l'auteur comment concrètement traduire ces propositions en politique publique. Merci infiniment. Je vais tout de suite donner la parole au vérificateur général, M. François Collin. Ministre. Monsieur le ministre, monsieur le représentant du ministre de l'Environnement, monsieur Sall, auteur, je voudrais remercier tout d'abord monsieur Sall pour l'honneur qu'il me fait d'être présent ici aujourd'hui et de m'avoir invité à participer à cette très agréable cérémonie. Je ne savais pas que cet honneur deviendrait redoutable en m'installant ici au Présidium et en me demandant de prendre la parole. Mais je vais me faire un agréable devoir que de répondre à cet honneur que vous m'avez fait.
en disant quelques mots sur M. Sall et peut-être quelques mots, si vous me permettez, sur le sujet qu'il a abordé dans son ouvrage. M. Sall, je l'ai connu dans le cadre de ses fonctions au ministère de l'Environnement en tant qu'inspecteur des affaires administratives et financières. J'ai eu véritablement à beaucoup apprécier le travail qu'il fait et tel qu'il le fait. Il le fait avec beaucoup de compétences. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une élégante courtoisie. J'ajouterai qu'il fait son travail aussi avec beaucoup d'humilité. Il fait partie de ces hauts fonctionnaires qui travaillent bien, beaucoup et discrètement. Et pour cela, je vous félicite, Monsieur Sall. Un petit mot sur le thème qu'il a abordé. Je voudrais dire d'abord que c'est courageux d'aborder un thème qui a toujours été très délicat à aborder, très sensible, et qui par-delà le volet environnemental et lié à notre cadre de vie, je dirais que c'est une question de salubrité et de santé publique très importante dont on n'a peut-être pas assez pris toute la dimension. Et ce que j'ai pu apprécier dans l'ouvrage, c'est qu'il est bref, mais il est exhaustif. Et il aborde la question d'une façon très pédagogique. Monsieur le ministre, le juriste que vous êtes appréciera certainement qu'il commence par définir le cadre juridique de la gestion des ordures ménagères. Il est toujours important de savoir dans quel environnement juridique on se meut. Ensuite, il nous présente les acteurs et on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui s'occupent de la gestion des ordures ménagères et que tous ces acteurs, pour l'instant, n'arrivent peut-être pas à des résultats aussi heureux que nous pourrions le souhaiter. Il nous présente les différentes expériences qui ont été menées, notamment dans la région de Dakar, et surtout les échecs de ces expériences. Et puis il nous montre qu'on peut quand même réussir quelque part, et il nous donne l'exemple de Podor. Et je crois que c'est un exemple que beaucoup de maires et responsables locaux pourraient s'inspirer. Et puis enfin, il fait une ouverture sur l'avenir, et je pense que c'est assez optimiste, et je crois, Monsieur le ministre, que votre collègue chargé de la gouvernance locale et territoriale devrait inviter tous les élus locaux à lire ce livre et à s'inspirer des échecs pour ne pas les reconduire, mais surtout des succès que certains ont pu obtenir dans le cadre de la gestion des ordures ménagères. Je ne serai pas plus long. Encore une fois, je voudrais vraiment féliciter l'auteur et les remercier de m'avoir fait l'honneur d'être là. Je vous en remercie. Merci beaucoup, monsieur le vérificateur, monsieur François Paulin. À présent, on a fait le tour de la table. Je vais maintenant donner la parole au public, notamment ceux parmi le public qui souhaiteraient prendre la parole. Comme ça. Je ne vais pas être trop long. Voilà, je ne parle pas en tant qu'épouse, mais en tant que peut-être scientifique, quelqu'un qui est dans la production scientifique. Alors, je dirais que la qualité de son ouvrage reflète sa personnalité, mais également son dévouement, sa détermination. Je sais que c'est un travailleur. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui n'aime pas ou qui déteste la médiocrité. Alors, nous ne serons pas surpris s'il fait cette production qui est d'une compréhension vraiment facile. Parce qu'il ne sert à rien de produire un ouvrage et que pour lire cet ouvrage et comprendre l'ouvrage se réfère tout le temps à un dictionnaire. Alors, je loue vraiment la qualité de son ouvrage. Également, je dirais, au nom de sa famille et de ses enfants qui sont là, je prie le bon Dieu pour que ce travail vraiment le seul exemple. Et au nom de ses enfants, à mon nom personnel, je lui souhaite une bonne continuation, pleine de succès. Je remercie également tous ceux et celles qui sont ici présentes et tous ceux qui voudraient venir et qui n'ont pas pu le faire. Et je remercie également mes collègues du GRAC qui sont là. Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup.
et M. Ndiaye, monsieur le vérificateur général du Sénégal, monsieur le conseiller le directeur de cabinet ou le conseiller technique du ministre, si je me trompe, vous m'excuserez, et madame de CTCOM ici présente, j'ai vu tous ces temps-ci les communications que vous faites. Ça veut dire que vous avez suivi l'événement de près et que vous avez tenu à la réussite. Je remercie Harmattan et je remercie tout le monde. Et je souhaite que ce ne soit pas, ça ne soit pas une première qui n'aura pas de suite et que nous soyons réunis dans le futur d'autres productions. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre et chers cousins, Monsieur le vérificateur général, Monsieur le conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Chers collègues, chers participants, en vos rangs et qualités, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Vous me permettrez d'entrer de jeu avant de donner une appréciation sur El Hadji Sall, auteur de cet ouvrage, de féliciter sincèrement mon cousin, monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall. Dussé-je blesser votre modestie en révélant ici que vous êtes issu d'une très grande famille à Rufisque et votre cheminement a été suivi pas à pas par toute la population rufisquoise et aujourd'hui la consécration s'en est suivie, c'est que vous êtes nommé ministre de la République à cette fonction prestigieuse. Je prie Allah le Tout-Puissant qu'il vous accorde sa paix et sa grâce et que tous nos souhaits de plein succès vous accompagnent. Je voudrais également saluer très sincèrement, mais du fond du cœur, M. François Collin, vérificateur général, pour qui j'ai beaucoup de considération, mais j'ai également beaucoup de respect pour son calme, pour sa pondération et surtout pour l'efficacité dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées. En réalité, je n'avais pas décidé de prendre la parole. Mais si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne serai pas loyal vis-à-vis de moi. J'ai fait 36 ans dans l'administration et j'ai consacré 6 ans de ma carrière dans les cabinets ministériels, au ministère du Commerce, au ministère de l'Environnement et du Développement durable et j'ai terminé par le ministère de l'Économie maritime. Et j'ai eu à connaître El Hadji Sall au moment où j'exerçais les fonctions de directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable. C'était une période extrêmement difficile avec Doudou Ndiaye ici présent. Et j'assurais, indépendamment de mes fonctions de directeur de cabinet, les fonctions de secrétaire général du ministère qui était un poste vacant. Donc je ne pouvais pas me démultiplier. Il fallait quelqu'un qui soit à mes côtés pour m'assister dans ce travail de coordination exaltant, mais dans ce travail de coordination qui demande beaucoup de présence. C'est comme ça que j'ai connu El Hadji Sall. Quand je l'ai connu, je l'ai nommé assistant du directeur de cabinet. C'est une fonction qui n'existe pas dans l'organigramme de l'administration. Mais étant de la douane, à la douane, quand vous voulez promouvoir quelqu'un au rang de directeur adjoint, vous ne le nommez pas assistant, vous ne le nommez pas directeur adjoint parce que le terme n'existe pas dans notre truc, mais vous en faites un assistant qui est différent des secrétaires qui exercent les fonctions d'assistant qui assurent le secrétariat du cabinet. Il l'a rempli avec beaucoup de bonheur. Dussé-je blesser sa modestie ici en révélant qu'il a des qualités humaines exceptionnelles. Et quand j'ai su que son père est un pur produit de l'administration territoriale, de par sa courtoisie dont vous avez parlé. Il manipule avec beaucoup d'aisance et d'affirmation les règles du métier. C'est un rédacteur hors pair. Et j'ai eu à travailler avec lui sur un ensemble de dossiers extrêmement importants et pour lesquels sa contribution a été décisive. Donc du mois d'août 2013 jusqu'au moment où j'ai quitté le ministère de l'Environnement,
nous avons réalisé ensemble 58 dossiers extrêmement importants qui marquent sa trace. Aussi bien en rapport d'activité, aussi bien en discours. L'ensemble des actes que le ministre Haïdar El Ali a eu à prendre en ce moment-là, ça marque la marque de salle. Parce que moi, je ne faisais qu'un travail de coordination. Je ne suis pas spécialisé de la matière des eaux et forêts et de l'environnement, mais à force d'y exercer, avec des amis comme Ali Diouf, que je salue ici, avec Abdelaziz, directeur du centre de suivi écologique, nous avons aimé cette fonction, nous avons aimé cette fonction. Mais il m'a beaucoup assisté dans ce domaine. Le premier document qu'il a eu à écrire, c'est un projet de discours sur le Conseil national de la biosécurité. Et le dernier document que je lui ai laissé en partant, c'était le projet de rapport qu'on devait présenter avec l'inspection d'État pour la passation de service. C'est la raison pour laquelle, en quittant le ministère pour aller au ministère de la Pêche et des Économies maritimes, et que par la suite, j'ai rejoint mon corps d'origine, la douane, pour devenir directeur des enquêtes de l'assurance douanière. C'est là-bas où j'ai pris la retraite. J'ai écrit un témoignage de satisfaction sur lui en demandant qu'on puisse le joindre à son dossier individuel. Que c'est un jeune administrateur qui manipule avec d'aisance et d'affirmation les règles du métier, sa délicatesse, ses rapports avec les usagers, ses rapports avec le personnel du ministère feront de lui sûrement demain un chef exemplaire. Et je prie Allah le Tout-Puissant que lui accorde sa paix et sa grâce pour que des hautes fonctions lui soient confiées dans les plus prochains jours. C'est comme ça que j'ai conclu ce témoignage de satisfaction sur lui. Alors, il avait la technicité, comme il l'a dit. Il fallait lui faire un encadrement sur le plan de la pratique administrative. Mais non seulement sur le plan de la pratique administrative, mais il fallait qu'il s'éclate un peu, parce qu'il est très réservé, il est très courtois. Vous le voyez comme ça, vous pouvez lui dire de rester ici jusqu'à demain, il sera dans cette posture-là. À mon secrétariat, c'est le directeur de cabinet adjoint, mais il attend que je dise à la secrétaire, faites venir salle. Finalement, je me suis dit vraiment, je suis obligé tous les matins d'aller vers lui pour que lui vienne chez moi. Et on a conservé ces relations. Samedi dernier, il était à mon domicile. Et on a partagé beaucoup de choses sur ces aspects de la question. Donc, je ne voudrais pas insister sur l'ouvrage. Et je fais sienne les observations du vérificateur général quant à l'appropriation des conclusions qui sont contenues par les différents ministères pour qu'il y ait une synergie d'ensemble pour que ce thème et les différents sous-thèmes qu'il a eu à développer dans cet ouvrage-là puissent connaître des lendemains meilleurs. Je disais toujours ça à la fin d'un discours et une vision prospective. Parce que moi, j'ai eu à faire l'Organisation mondiale des douanes. Et quand la douane a voulu rayonner sur le plan international dans les années 2000 à venir, on avait une formule sacrée que nous nous plaisons à reconduire chaque fois qu'on faisait un discours. Et il est de l'ancien secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes qui disait « Conduisons les changements, innovons, anticipons, donnons-nous les moyens d'inventer notre avenir. Évoluer ou disparaître, tel devait être le défi des administrations douanières de façon générale, mais je pense aussi tel doit être le défi de l'administration d'une façon générale. » Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est ce témoignage de satisfaction que je voulais aujourd'hui partager avec vous. Je vous remercie d'avance et je vous remercie bien vivement de m'avoir donné la parole. Merci, Monsieur le Président de séance. Bonjour à tout le monde. Je dois avouer que je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans ce genre de cérémonie. Je suis plus à l'aise quand il s'agit d'ateliers avec des participants où on peut échanger, ateliers de partage ou ateliers de formation, hein, j'entends. Mais là, il s'agit d'un cas particulier parce qu'il s'agit de El Hadj Sall, il s'agit aussi du professeur Ismaïla Madior Fall. El Hadj Sall, on s'est connu quand il travaillait au niveau du projet DISC, décentralisation
initiative et centre communautaire, hein, c'est ça? Je ne me souviens plus des noms, ça date, ça fait une quinzaine d'années. Et en fait, dans ce projet, tout le monde était bien. Hein. J'ai remarqué que, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont été recrutés, en particulier les administrateurs comptables, ils étaient vraiment excellents, excellents. Et l'âge Sall, évidemment, se faisait remarquer par son humilité, comme l'avait dit M. Diop tout à l'heure. Il est difficile d'intervenir après M. Diop, hein, c'est pas évident, c'est pas facile. Il est d'une éloquence remarquable. Donc il se faisait remarquer par son humilité et par ses capacités à travailler, son efficacité. En Wolof, on dit kharañ, hein, il était bien et il se faisait remarquer pour cela. Donc c'est l'une des raisons qui a fait que vraiment j'ai tenu à être là aujourd'hui et j'ai tenu à m'exprimer. Ismaël Madior Fall, le professeur Ismaël Madior Fall, nous avons eu à cheminer, comme avec Elhadj. Nous avons eu à faire des missions ensemble, nous avons eu à travailler en tandem, hein, tous les deux, seuls. Nous avons sillonné le Sénégal et c'est quelqu'un qui... bon, qu'on ne pouvait pas ne pas remarquer. Hein. Je disais quand je quittais le projet Disque pour d'autres horizons que c'était un jeune, il était jeune en ce moment, hein, ça fait une quinzaine d'années, qu'il méritait d'être appuyé, il méritait d'être accompagné, que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'avenir. Et je crois que l'avenir ne m'a pas démenti, je le félicite. Et je souhaite que Dieu l'accompagne dans ce cheminement. Maintenant, pour parler de la gestion des ordures ménagères, je voudrais évoquer un modèle et un anti-modèle, si vous me permettez l'expression. Au cours de mes missions d'évaluation, ah oui, je devais dire quand même une chose que j'avais promis, je crois, une fois, je ne sais pas s'il s'en souvient, j'avais promis au professeur Ismaël Madior Fall que j'allais me mettre à écrire, hein, que j'avais tellement de contenu parce que j'ai côtoyé des organisations paysannes auprès desquelles j'ai appris beaucoup de choses, énormément, hein, au niveau des paysans. J'ai travaillé pour des ONG, avec des ONG, auprès desquelles aussi j'ai beaucoup appris. J'ai travaillé dans des projets différents, d'abord au Sénégal et dans la sous-région et même en Europe, et j'ai beaucoup appris. Donc j'ai pas mal de contenu. Et il fallait vraiment travailler à cela et me mettre à écrire. M. Diallo n'est pas là. Mais malheureusement, je n'ai pas encore pu tenir parole. Je n'ai pas eu le temps de m'asseoir et d'écrire. Contrairement au professeur Ismaël Madior Fall qui a déjà beaucoup produit. Oui, je disais donc que je voulais évoquer un modèle et un anti-modèle, si vous permettez l'expression. Le modèle, c'est qu'au cours de mes missions d'évaluation, j'avais vu à Louga, c'était mis en œuvre par Luxdev, hein, la coopération luxembourgeoise, ouais, tout un processus où il fallait arriver à traiter les ordures ménagères. Bon, en ce moment, ce n'était pas terminé, mais c'était une belle idée. Et je me disais que c'était une idée qu'il fallait peut-être répliquer au niveau des collectivités locales, mais peut-être pas seul. Je crois que tout le monde pourrait mettre la main à la pâte, même les militaires, les associations de jeunes, je crois qu'il a évoqué cela, les communes, l'État et tout le monde. Hein. Et ce serait bien d'essayer de répliquer ce système un peu partout au niveau des collectivités locales. Ça pourrait peut-être aider. L'antimodèle, c'est un peu les charrettes dont avait parlé M. Diallo tout à l'heure. C'est-à-dire que dans les cités, les charrettes sillonnent, hein, les rues, ramassent les ordures, mais après laissent des éjections qui malheureusement, sont bien moins odorantes que les ordures elles-mêmes. Et ça amène des mouches et c'est vraiment difficile, hein, dans certaines cités. Je me rappelle avant, vers les années 60, je suis relativement vieux, hein, vers les années 60, les charretiers prenaient la peine de ramasser les déjections et de les remettre dans les charrettes avant de partir. Mais là, avec les jeunes que nous avons maintenant, ils laissent là sur place et ils partent. Et je me disais que ce serait bien que les collectivités locales, les communes, peut-être même avec l'appui de l'État, Monsieur le ministre, on pourrait essayer de voir comment remplacer ces charrettes par des motos-wagons. Hein. Ça a commencé d'ailleurs. Ailleurs, il y en a. Et c'est peut-être plus simple, plus rapide et plus présentable dans un pays qui cherche
à se moderniser. Voilà donc deux idées que j'ai tenu à partager avec tout le monde. Je remercie donc l'assistance, je remercie tout le monde. Merci bien. Merci beaucoup, ministre professeur Madior Fall. Merci à tous les représentants des ministères et de l'estimable auteur lui-même, que je n'ai pas pu vraiment connaître avant, mais je suis très contente, surtout qu'il vient de Fatick. Et moi, j'ai fait construire une maison sur un bolong à Sokone. C'est désigné avec la nature, proche de la nature. Donc, je suis partie de l'UNESCO, où j'étais conseiller régional pour les sciences sociales et humaines, ici au Sénégal 8 ans et avant en Afrique australe et à Paris. Et je suis devenue une simple citoyenne. Je ne vais pas dire que je suis retraitée. Et un de mes domaines d'intérêt était toujours l'environnement. Alors, je suis tombée plein dedans. J'ai changé de quartier de Point E aux Almadies, derrière la Gondole. Alors, parlons de ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup moins d'organisations là où je suis. Je pense que ça doit peut-être relever de la commune. Quand sont nommées des personnes, à Point E, c'était beaucoup plus organisé pour la collecte. Alors, tous les jours, c'est une préoccupation. D'ailleurs, je voulais dire qu'on voit vraiment l'intérêt. Ici, je suis très encouragée. C'est comme une situation grave et quand même conviviale. On est réunis ici après une grande fête et une bonne année. Donc, il y avait cette histoire donc, de comment faire et qui fait quoi. Alors, disons que j'ai compris que c'est surtout l'État central, mais aussi les communautés locales. Et c'est peut-être bien d'éclaircir. Et j'ai commencé à lire le livre. Je vais le terminer parce que c'est formidable. J'ai parcouru déjà 20%. Là. Mais je pense que c'est important d'éclaircir ça. J'ai vu que l'unité de coordination des gestions solides, je pense que c'est au ministère des collectivités locales, fait un bon travail et qui a aussi encouragé à valoriser le travail de ceux qui font ce travail, y compris le charretier, enfin le camionneur qui vient maintenant, il met ça, il est très fier, il a le UCG sur lui. Alors, nous étions un peu désespoirés finalement, on a pris contact avec les camionneurs même, et on essaie de les encourager de venir, mais ce n'est pas facile, et le camion est cassé, et puis je me dis, je dois payer maintenant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et pourtant des fois je dois payer un chariot. Alors je dis que je voudrais avoir une clarification. Alors maintenant je me dis que ce livre et toute cette préoccupation est tellement importante que je voulais aussi suggérer, comme les autres ont fait, de faire une continuation du débat et du partage, tant de l'ouvrage qui pourrait faire un début de départ à plusieurs niveaux. J'ai failli vouloir amener le camionneur aujourd'hui, mais j'ai dit ça va être très compliqué, et d'avoir un échange de comment ça se fait, quelles sont les dispositions, comment on peut se encourager dans un milieu urbain et rural aussi. Et ça se peut, c'est vrai, ça s'organise un peu différemment. À Sokone, il y a une question, un système de charrette, mais ça, c'est bien, j'ai mis en honneur un charretier là-bas. Et je pense que ce serait bien. Et en plus, je pense qu'il y a un élément ludique. On est dans nos civilisations ici en train d'être noyés par nos odeurs et par nos déchets. C'est un peu comique. En fait, l'homme moderne a pensé qu'il a tout inventé. Il est en train de s'enlisser dans ses propres, enfin, ce qu'il a consommé. Alors, je pense que ce serait bien aussi peut-être de faire une petite série, encourager de faire quelques vidéos, éventuellement une série de télé. Moi-même, j'avais fait quelque chose en 2013 avec, c'est pas très professionnel, mais c'est intéressant, éveil d'une conscience écologique, action citoyenne pour l'environnement, le cas du Sénégal. Et ça relève le rôle aussi de la jeunesse. Mais on peut mettre ensemble les forces de la jeunesse, les plus anciens, et toutes les traditions et valeurs. Par exemple, là-bas à Sokone, en face, il y a la communauté rurale du Tubakuta. Il y a des villages qui sont complètement propres. C'est-à-dire, c'est un sens de valeurs et de traditions, peut-être, qui produisent moins de déchets. Mais, et puis, je pense que, malgré tout, peut-être, voilà, il faut mettre ça dans l'éducation, et comme une culture. Parce que quand je parle maintenant avec les gardiens et les garçons, les personnes dans la rue, maintenant, on me dit maman, et on dit oui, c'est bien, ils vont ramasser un peu.
je crois qu'ils veulent se sentir citoyens et propres et heureux. Mais c'est une question de savoir et des moyens. Voilà. Alors, je ne sais pas, je pense qu'ici, il y a des éléments d'une alliance, de coalition, qu'on puisse travailler tant en milieu rural et peut-être la documentation, la restitution, les échanges, ce serait très bien. Alors, je vous remercie. Je suis extrêmement contente d'être venue et d'avoir vu des collègues et de nouveaux collègues. Et merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître de la cérémonie, permettez-moi donc de faire un peu entorse au protocole parce que quand mon patron parle, en principe je ne dois pas parler. Donc le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable, mais aussi quand on me demande de parler, on me donne la parole, je la prends parce qu'il s'agit de chez Sall. Je rentre comme ça d'un voyage. J'ai tout fait pour écourter une mission. J'étais à l'extérieur. La valise encore est dans la voiture. Je ne suis pas arrivé à la maison. Parce que quand j'ai reçu juste l'invitation avant de partir, j'ai dit, quelle que soit la mission, je m'organiserai pour que ce soit là aujourd'hui. À cause de ce qui me lie à El Hadj Sall, un ami, un frère, un collègue. Et quand on me demande aussi de prendre la parole, je n'allais pas être quitte avec ma conscience si je ne prenais pas la parole pour au moins témoigner de ce que je connais un peu de lui. On a fait les premiers pas dans les années 80 dans ce service forestier. Et on l'a intégré au moment où ça commençait à être très difficile. Parce que notre pays, à l'instar des autres pays du Sahel, commençait à faire face à toutes sortes de problématiques environnementales, avec le cycle de sécheresse, l'urbanisation galopante, la multiplication des établissements classés. Donc, il fallait trouver de nouvelles approches pour faire face et prendre en charge toutes ces problématiques environnementales. Nous, on venait d'intégrer justement le ministère, le service forestier. Ça a nécessité, en tout cas, une réflexion globale pour permettre une prise de conscience générale des populations, parce que dans l'échelle des priorités, comme on ne connaissait pas, tous les problèmes, toutes les problématiques environnementales passaient après les autres. Les problèmes économiques, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Et au moment où nous, on était conscients qu'il fallait prendre en charge les questions environnementales, justement pour faire la bonne agriculture, pour faire le bon élevage et pour faire la bonne pêche. Mais dans l'échelle des priorités, comme je l'ai dit, pour les populations, les questions environnementales de reboisement, tout ça, ça passait après. Et c'est là où ça a nécessité une réflexion. Et c'est justement, c'est dans cette réflexion, dans les imaginations, pour trouver les meilleures méthodes d'intervention, les bonnes approches, pour impliquer les populations, c'est là où justement que nous avons repéré El Hadj Sall. Donc au-delà de ces qualités humaines que nous avons décrites ici, il a fait preuve vraiment de qualité intellectuelle. Et d'ailleurs, je m'étonne qu'il soit encore avec nous, parce que l'USAID a tout fait pour le prendre. Et chaque fois que l'USAID tirait d'un côté, de l'autre également, les efforts tirés pour ne pas qu'on le perde. Non seulement à cause de la courtoisie, mais ces méthodes d'intervention, d'approche des populations, nous ont permis de concevoir pour le service forestier des supports aujourd'hui qui sont encore là.
et qui sont utilisés. Mes collègues forestiers, je pense, ils sont là pour le témoigner. Quand on parle du projet, on l'a cité dans les interventions, du projet de gestion communautaire des ressources naturelles, on parle de la salle. Il y a beaucoup de choses à dire, franchement, de la salle. Donc, si j'ai tenu à prendre la parole, c'est parce qu'aujourd'hui, tous les forestiers peuvent le faire, comme je suis en train de le faire. C'est une fierté pour nous aujourd'hui. Il représente une fierté pour le service des eaux et forêts, pour le service de l'environnement. J'ai tenu à le témoigner, à le dire, ici, devant tout le monde, ce public, pour qu'on sache qui est vraiment El Hadj Sall. Et je suis sûr que si ce n'était pas à cause peut-être du Gamou qui a fait que ça a été un moment de mobilisation, de voyage, la salle serait remplie de forestiers. Donc, au nom de tous nos collègues forestiers, de tout le personnel de l'environnement, j'ai tenu en tout cas à faire ce témoignage-là. Et dire à l'endroit de mon patron encore qu'il faut qu'on tienne bon, sinon je suis sûr qu'il va partir. Parce que comme il commence à allier littérature et technicité, je suis sûr qu'il faut qu'on tienne bon pour ne pas qu'on le perde. On en a encore besoin de lui, vraiment. Merci beaucoup. Monsieur le ministre garde des Sceaux, Monsieur le représentant du ministère de l'Environnement, Monsieur le vérificateur, Mesdames, Messieurs, chers invités, je me réjouis d'être là pour magnifier d'abord les relations que j'ai entreprises avec M. El Hadj Sall depuis presque 2 ans. Il a été mon chef de service au niveau de la délégation régionale de Saint-Louis. C'est pour vous dire que je connais l'homme. Au premier coup de vue, quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, pour ne pas enfreindre les paroles du ministre, mais qu'est-ce que ce haut fonctionnaire vient faire ici, dans le milieu des ordures? C'est ça, c'est cette réflexion que, dans un premier, parce que je ne m'imaginais pas qu'un haut fonctionnaire vienne s'immiscer dans la gestion et la pratique des ordures ménagères. Mais je me suis trompé. Je me suis trompé. Parce qu'au Sénégal, nous n'avons pas des écoles de management, de formation, de gestion des déchets. Alors que quand un cadre de haute facture vient s'immiscer, c'est pour qu'il puisse manager l'esprit d'équipe, de formation et de contribuer à l'amélioration de ce secteur qui manquait véritablement, ce volet de formation. Et au cours des 2 ans, j'ai beaucoup appris sur l'auteur dans sa façon de communiquer, de manager, n'est-ce pas, l'esprit, n'est-ce pas, conceptuel de la pratique de ces déchets. C'est pourquoi je ne suis pas surpris quand il a présenté cet ouvrage qui est un acquis fondamental. Parce qu'au Sénégal, nous n'avons pas eu la chance d'avoir ces genres d'ouvrages. Les ouvrages que nous avons eus dans le temps, c'est des ouvrages que nous récupérons d'Europe, de la France, etc. Et cet ouvrage vient concourir à l'amélioration, n'est-ce pas, de la gestion des déchets et du bien-être. Heureusement qu'aujourd'hui, dans la pratique de cette gestion, nous avons l'unité de coordination qui est en train de faire un bon travail. Et que ce qui manque aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'éco-citoyenneté. Au Sénégal, les gens produisent des déchets et les déplacent. Les camions viennent ramasser, ils reprennent la même chose. Donc, ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est la pratique de la sensibilisation au niveau des populations, parce que c'est les premiers vecteurs, n'est-ce pas, le maillon, la chaîne de gestion des déchets. Donc, il faut carrément développer cette pratique qui constitue aujourd'hui une charge vis-à-vis de l'État. Donc, je voudrais prendre la parole pour encore remercier mon directeur régional qui a été pour moi un excellent homme avec qui j'ai cheminé pendant de très longues années et je le félicite pour cet ouvrage. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre garde des Sceaux, Monsieur le vérificateur général, Monsieur le conseil technique du ministre de l'Environnement, Monsieur Ndiaye Diagne,
amis d'enfance de M. Sall, M. Sall et famille, chers invités, M. Diop Ismaïla, un ami de longue date. Je voudrais donc féliciter M. Sall, vraiment pour le travail qu'il a présenté ce matin. Je pense que c'est un travail extrêmement important. Cela a été souligné. Ma présence ici s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, je suis médecin. Et bien qu'un médecin, bon, quand on parle d'ordure, avec tout ce que ça comporte comme conséquence, notamment quand le traitement n'est pas adéquat, je pense que ma présence d'abord se justifie à ce niveau. Et je voudrais juste emboîter le pas aux jeunes qui viennent de prendre la parole en disant que généralement les gens ne traitent pas les ordures mais ils les déplacent. Je pense que c'est le cas. On prend les ordures ici, on les dépose à Mbebus. Et vous savez, au niveau de Mbebus, il y a toute une vie qui s'organise à ce niveau. Je pense qu'il y a des milliers et milliers de Sénégalais qui vivent là-bas, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, qui vivent dans des conditions où la santé est très précaire. Et je pense que nous sommes tous interpellés. Nous sommes tous interpellés en tant que citoyens parce que cette situation au niveau de Mbebus, c'est une situation extrêmement grave. Elle est grave sur le plan sanitaire, elle est grave sur le plan environnemental, elle est grave également parce que c'est la nappe phréatique également qui se trouve menacée, parce qu'elle est infiltrée, parce qu'elle est contaminée. Donc, je disais tout à l'heure que bon, ça c'est un peu la casquette de médecin. Je suis également maire, comme l'a dit M. le ministre. Et je ne suis pas peut-être concerné directement parce que je suis maire d'une commune rurale, très rurale d'ailleurs, où je n'ai pratiquement pas de centre urbain. Donc j'ai des villages. Mais il va de soi que j'ai entendu parler d'un bon exemple de Podor, on m'a cité Podor. Bien que ma commune ne soit pas encore assez confrontée à ce genre de problème, en tout cas j'aurais aimé connaître cet exemple de Podor, parce que l'administration étant une continuité, je pense que nous devons pouvoir poser des actes pour en tout cas les générations futures. Parce que j'ai été président de communauté rurale, figurez-vous, de 2002 à 2007. En ce temps-là, j'ai travaillé justement avec l'USAID dans le projet DISC. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on parlait de ce projet, j'étais extrêmement content parce que ça a réveillé de bons souvenirs. Et ce projet m'a également permis de réaliser beaucoup de choses. Et donc c'est en 2014 que je suis revenu, mais cette fois-ci maire de la même communauté rurale qui est devenue commune. Et donc il faut mettre en place des structures, des mécanismes pour éventuellement les maires ultérieurs, quand CSN sera bien urbanisé, ça pourra également servir. Mais je dis, je suis là en tant que maire, mais également en tant que citoyen. Je suis du département de Mbour, je suis maire donc dans une commune du département. Mais j'ai mal, monsieur le ministre. J'ai très mal quand je prends la route pour aller dans ma commune, voir toute cette saleté de la route. Vraiment, je pense que c'est une raison supplémentaire pour en tout cas encourager M. Sall et tous ceux qui travaillent en tout cas pour ces ordres-là, pour faire le maximum pour rendre notre pays quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus accueillant, avec un cadre de vie assez agréable, parce que ça ne fera que booster davantage le tourisme. Tout le monde sait que, en tout cas au niveau de Saly, la station balnéaire et toute la petite côte, en tout cas le problème des ordures pose problème. Et excusez-moi du terme, ça dégoûte beaucoup de personnes qui viennent en tout cas visiter notre pays. Et souvent, le souvenir est très amer. Et il y a même des personnes qui se disent « je ne repars pas au Sénégal parce que vraiment c'est assez sale ». Ça, c'est les choses que j'ai vécues en tant qu'habitant de la petite côte. Et donc, c'est pour dire que c'est extrêmement important. Je prendrai la parole également pour une troisième chose. Je suis président du conseil d'administration de l'Office de forage ruraux, OFOR, au niveau du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Et M. Sall fait partie de mon conseil d'administration. Mais je puis dire à l'Assemblée
que j'ai le conseil d'administration, enfin, je suis le PCA le plus gâté du Sénégal. Parce que dans mon conseil d'administration, il n'y a que des M. Sall. Et là, j'ai là-bas, Alissa Nenia est là également un ami de longue date de M. Sall, comme beaucoup d'autres personnes. Mais j'ai un conseil, comme je vous ai dit, où il n'y a que des M. Sall. Et les nombreux témoignages qui ont été faits à son endroit ici en disent long et donc vous disent tout de suite pourquoi je suis à l'aise. Quand on n'a que des M. Sall dans son conseil d'administration, c'est un homme simple, ça a été dit. C'est un homme extrêmement intelligent, ça a été dit. C'est un homme méthodique, ça a été dit. C'est un homme efficace, ça a été dit. M. Ismaël Diop a dit longuement parlé de lui. Donc, c'est pour dire, en tout cas, moi, je suis extrêmement satisfait. Parce que chaque fois qu'il prend la parole, quand nous sommes dans une impasse, je suis sûr que quand M. Sall aura terminé de parler, en tout cas, moi, en tant que président du conseil d'administration, ma tâche deviendra assez facile parce que je pourrai tout de suite faire la synthèse parce qu'il nous aura sorti, en tout cas, des difficultés. Donc, M. Sall, au nom du conseil d'administration de l'OFOR, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des conseillers, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et vous adresse en tout cas toutes nos félicitations. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur le vérificateur général. Bonjour, Monsieur le conseiller technique, Monsieur Ndiaye. Vous me donnez effectivement, bonjour à tout le monde aussi. Vous donnez l'occasion effectivement de placer quelques mots à l'endroit d'un grand frère, M. Ella Sall, mais aussi effectivement de faire état effectivement du contenu du livre. Et là, effectivement, comme tout le monde l'a dit, ça va être encore une répétition. C'est une personne effectivement d'une humilité reconnue, mais aussi d'une générosité. Là, je peux en témoigner parce que, étant héritier de ce qu'il faisait, donc l'UCG dont je coordonne, donc l'unité de coordination de la gestion des déchets, est né de la fusion de l'APROCEN et de l'entente Caracar. Donc quand effectivement j'ai été placé à la tête de l'UCG, j'ai bénéficié de l'accompagnement, des conseils, des orientations de M. Sall, mais surtout de tout ce qu'il a fait de bon pendant la période où il était au niveau de l'agence du Nord de l'APROCEN. Effectivement, je peux témoigner, comme tout le monde l'a dit, de son expertise. Son expertise, effectivement, c'est ça, c'est ça que le livre reflète. Donc vraiment, j'ai lu avec beaucoup d'aisance le livre, en attendant que les uns et les autres arrivent. Je suis arrivé à parce que tout lire tellement que ça a été écrit dans un style très pédagogique, très simple, très accessible, très didactique. En tout cas, M. Sall, je pense que nous tous, nous vous devons des remerciements pour cette contribution. Comme vous l'avez dit, vous avez su capitaliser toute une politique, toute une stratégie réalisée pendant une période. Et de cette capitalisation, nous qui sommes héritiers, ça nous donne effectivement une bonne orientation pour dérouler la mission dont on nous a confiée. En tout cas, vraiment, tous nos remerciements, comme M. le vérificateur l'a dit, nous serons aussi votre porte-parole pour que quand même toutes les collectivités locales puissent s'en approprier. Parce qu'effectivement, l'UCG est rattaché au ministère des collectivités locales. Nous profitons de notre position pour faire quand même la promotion de ce livre, pour que tout le monde puisse s'en approprier, pour que tout le monde puisse l'utiliser à bon escient. Mais aussi, c'est l'occasion pour nous aussi de se féliciter aussi de la synergie qui existe aussi entre le ministère de la Gouvernance territoriale et le ministère de l'Environnement. Dans cette salle, je n'ai que des amis qui sont, des collègues qui sont au niveau du ministère du développement durable. Le CT, on a eu à travailler sur un projet pour les enfants. Je vois ici Doudou, Diomaye, M. Touré, donc, avec qui nous travaillons tous les jours. Donc pour dire qu'effectivement, cette solidarité gouvernementale est de mise pour prendre en charge cette question d'envergure. C'est une question d'envergure si effectivement on se réfère aux chiffres. Savez-vous que l'évaluation très sommaire qui a été faite sur le coût économique de la gestion non rationnelle des déchets au Sénégal est équivalent au minimum à 85 milliards par an. Ça veut dire chaque année,
le Sénégal perd au moins 1% de son PIB pour une gestion non rationnelle des déchets. Et vraiment, c'est très sommaire, c'est-à-dire c'est le minimum. Parce qu'effectivement, quand nous faisons ce travail, nous avons eu des difficultés pour accéder à certaines données, surtout les données sanitaires, les données touristiques. Donc, une approche sommaire a permis d'arriver à ce chiffre. Et c'est facile à expliquer, à comprendre. Aujourd'hui, nous dépensons énormément sur les dépenses liées à la santé. Nos enfants sont malades, nous sommes malades à cause d'une mauvaise gestion des déchets et nous dépensons énormément. Mais aussi, nous manquons de productivité quand nous sommes malades. Tout ceci a été quantifié. Mais aussi une décharge implantée partout. Comme on le dit, à l'entrée de nos villes et à la sortie, c'est les déchets qui nous disent bienvenue, c'est les déchets qui nous raccompagnent. Autour de ces décharges, le prix du foncier baisse. À Malika, le mètre carré coûte à peu près 10 000 francs. À 2-3 km, ce mètre carré passe de 10 000 francs à 35 000, 40 000 au-delà. Mais aussi l'agriculture souffre aussi d'une mauvaise gestion des déchets. Aujourd'hui, les terres agricoles sont colonisées par les dépôts sauvages. L'élevage aussi. L'élevage aussi en souffre. Le tourisme, M. le maire l'a dit. Aujourd'hui, beaucoup de touristes, la semaine passée, un ambassadeur qui me dit que mes collègues ambassadeurs disent qu'ils font de moins en moins aller à Saint-Louis parce qu'effectivement Saint-Louis est sale. Mais aussi les touristes effectivement viennent de moins en moins au Sénégal parce que nos sites touristiques présentent des états d'insalubrité. Mais aussi toutes ces opportunités non exploitées. On sait qu'avec les déchets, on peut produire de l'énergie, on peut produire du compost. Donc toutes ces opportunités non exploitées constituent aussi une perte de nos richesses économiques. Donc pour dire qu'effectivement, M. Sall, vous abordez une question d'actualité. Mais heureusement que cette question d'actualité est prise en main par la plus haute autorité du pays. Aujourd'hui, son Excellence, le président de la République, en a fait une priorité. Et il n'est pas arrivé juste, en a parlé, mais aujourd'hui, il s'y implique personnellement et avec tout le gouvernement pour que quand même des avancées significatives soient faites dans ce secteur. Et aujourd'hui, il faut saluer que des avancées, on commence à en noter. Donc, comme vous l'avez dit, rôle et perception des acteurs. Aujourd'hui, on est dans une évolution dynamique de la perception des acteurs sur le secteur. Auparavant, où les bailleurs de fonds, beaucoup de bailleurs de fonds disaient plus jamais un investissement dans ce secteur. Aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers courent après le Sénégal pour pouvoir accompagner l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de cette politique. Et, juste 30 secondes. Il y a un véhicule immatriculé DK 0182 BF. C'est une Peugeot noire. Oui. 0182 BF. Peugeot 207. Voilà. Qui obstrue au chemin. En fait, c'est la sortie de garage et le monsieur, il doit sortir. On va regarder si c'est ici ou pas. 207. Une Peugeot 207 noire. Non, c'est pas ici. Ok, continuez. Donc cette perception effectivement dynamique, donc vous posez vraiment les bases de cette perception qui est dynamique et aujourd'hui qui évolue en fonction de ce changement de paradigme. Parce qu'il faut le rappeler que c'est lors du deuxième conseil des ministres, après l'avènement de son Excellence Macky Sall, deuxième conseil qu'il a donné instruction au ministre en charge de la côte locale de travailler avec toutes les parties prenantes pour élaborer une nouvelle politique de gestion des déchets et adopter une stratégie de gestion intégrée et durable. Et de là, effectivement, il y a eu un vrai changement de paradigme. Aujourd'hui, le Sénégal passe de gestion des déchets à économie des déchets. Donc, tout le soubassement de la politique adossé à cette approche, effectivement, qui vise le développement durable, lié ces trois piliers, l'économie, l'écologie et le social, mais aussi adossé à une nouvelle forme de gouvernance axée sur les performances. Donc pour dire qu'effectivement, il y a eu un changement de paradigme, il y a une évolution significative de la perception et de la perception des acteurs, mais aussi de la perception sur les acteurs. Parce que moi je considère que ce livre est l'expression qui relève quand même, je pense que c'est un processus normal et naturel, je le considère, parce qu'effectivement, il y a certains qui l'ont dit, et tous les cadres qui ont eu à épouser ce secteur ont connu cette stigmatisation.
Donc je considère qu'aujourd'hui, M. Sall avait besoin de s'exprimer, de dire à tout le monde, il y a quelques années, vous me reprochez d'entrer dans ce milieu. A posteriori, voici ce que j'ai pu faire dans ce milieu. Moi-même, comme lui, nous avons eu tous à vivre cette stigmatisation. Il y a quelques années, effectivement, j'étais aussi dans le privé, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie civil, spécialisé en bâtiment pont-chaussée, avec un master en business administration. On me disait, mais qu'est-ce que vous venez faire dans ces déchets? Vous pouvez travailler dans les ponts, vous pouvez travailler dans les bâtiments, dans les routes, il y a de la matière. Pourquoi vous laissez tout ça pour venir dans les déchets? Qu'est-ce qu'un ingénieur vient faire dans les déchets? Mais aujourd'hui, effectivement, M. Sall vient de témoigner que ce secteur a besoin de cadres. Et heureusement que les jeunes cadres comprennent cela et ils vont. Maintenant aussi, nous saluons aussi la présence quand même de M. le ministre, je dirais même le professeur, mais aussi de M. le vérificateur, parce que M. Sall effectivement a réussi cela, à mobiliser quand même les acteurs pertinents dans cette salle pour échanger sur cette problématique. La gestion des déchets est au cœur effectivement du plan Sénégal émergent, mais aussi de l'acte 3 de la décentralisation. Comment je comprends moi l'acte 3 de la décentralisation que le professeur a piloté, j'en sais quelque chose parce qu'étant dans le ministère. Aujourd'hui, l'acte 3 de la décentralisation promeut renforce la participation citoyenne. Et aujourd'hui, comme M. Sall l'a dit, l'approche à base communautaire est un levier important pour renforcer quand même cette participation citoyenne qui est promue par l'acte 3 de la décentralisation. Mais l'acte 3 de la décentralisation aussi cherche à renforcer le pôle territoire, et l'intercommunalité dont M. Sall fait état aussi, est un levier aussi pour arriver à construire ce pôle territorial. Et aujourd'hui, le Sénégal, dans sa nouvelle stratégie de gestion intégrée des déchets, a organisé le territoire en pôle de gestion des déchets, qui épouse les contours des pôles territoires. Donc aujourd'hui, la gestion des déchets est devenue un levier pour la construction de ces pôles territoires, parce que tout le monde peut le reconnaître, la gestion des déchets est un des meilleurs leviers pour impulser l'intercommunalité. Mais aussi la stratification qui est proposée dans le cadre de l'acte 3, avec le renforcement des différents ordres, communes, départements, pôles territoires. Aujourd'hui, avec la nouvelle stratégie, nous sommes en train de donner du contenu aux compétences des départements. Parce que les pôles territoires permettent de construire des infrastructures structurantes, mais aussi à l'échelle départementale, les départements peuvent porter une planification stratégique à cette échelle qui va permettre quand même aux communes d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir prendre en charge leurs compétences en la matière. Donc pour dire effectivement l'acte 3 de la décentralisation, le problème majeur reste encore institutionnel. Il y a beaucoup d'acteurs, c'est un secteur plus disciplinaire, plus acteur, mais la clarification des rôles et responsabilités des acteurs reste encore un enjeu de taille. Je sais qu'effectivement la présence de vérificateurs peut permettre effectivement l'État dans sa globalité, avec l'implication de tout un chacun, de pouvoir avancer dans cet aspect. Parce qu'aujourd'hui, de ce que nous nous confions, nous sommes en train de travailler sur les réformes majeures nécessaires pour booster définitivement ce secteur vers l'émergence. Et cette réforme va se baser sur une réforme du cadre juridique, une réforme du cadre institutionnel, mais aussi une réforme du cadre financier. Parce que ça aussi, c'est là où le bas blesse. Je prends l'exemple de l'ATOM. L'ATOM, aujourd'hui, est à un niveau de recouvrement inférieur à 10% de son potentiel. Et avec ça, les communes, on comprend bien que les communes aient des difficultés pour la prise en charge de cette compétence. Je vais terminer par encore saluer aussi que ce livre permet de renforcer, de mieux comprendre, faire comprendre ce qu'est l'équité dans la gestion des déchets. Et c'est là que je retiens de l'exemple que LHA a donné sur Podor. Ça permet à tout le monde de comprendre que l'équité dans la gestion des déchets, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Mais à chacun, on lui offre le service dont il a besoin. Souvent, les maires, chaque maire veut avoir sa benne tasseuse. Mais une benne tasseuse n'est vraiment pas productive
dans un cadre rural ou autre. Parce que quand on dit benne tasseuse, c'est parce qu'il y a un système de compaction. Et on ne peut pas compacter le sable qui aujourd'hui malheureusement est jusqu'à 60% de nos déchets dans le monde rural. Aujourd'hui, effectivement, comme le dit Elage, il faut une approche à la carte. Vraiment adapter le système à chaque territoire. Et ça conforte effectivement la volonté du président de la République de territorialiser les politiques publiques. À chaque territoire, on lui conçoit le système dont il a besoin. Et vraiment, M. Sall, soyez-en remerciés, soyez-en félicités et sachez qu'effectivement, votre livre constituera une contribution importante dans ce que nous faisons, parce que moi-même... La qualité du travail qui est abattu par l'UCG, aujourd'hui ça se voit. On ne peut pas dire que Dakar est la ville... est une ville d'une propreté exemplaire. On ne peut pas dire ça et personne ne le dit, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et on peut aussi se rendre compte à l'évidence que la situation est bien meilleure que ce qu'elle fut il y a quelques années. Aujourd'hui quand même il y a des efforts qui sont faits par votre organisation, par votre diplomatique stratégique, licencié en agronomie, option eaux et forêt, titulaire de tous ces diplômes, ayant connu tout ce parcours fait dans la gestion des ordures. Ben, justement, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que s'il n'avait pas ce background intellectuel, il n'aurait pas pu théoriser comme ça la gestion des ordures. Et donc voilà pourquoi il faut toujours souhaiter, encore une fois, que les intellectuels de cette dimension, de cette envergure, soient dans les secteurs les plus stratégiques de notre vie sociale. Et la gestion des ordures est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet qui est au carrefour de plusieurs sciences sociales. C'est une question pour laquelle il faut évidemment des lunettes de sociologue, des lunettes d'anthropologue, des lunettes d'économiste. Donc c'est une préoccupation qui est multidimensionnelle, pluridisciplinaire. Et donc c'est fort heureux que M. El Sall, avec le parcours qui est le sien, se soit intéressé à cette question. C'est aussi un sujet, et cela a été très bien évoqué, finalement c'est simplement un sujet citoyen. Un sujet citoyen, un sujet utilitaire. Le mot a été utilisé d'ailleurs, le beau mot par le vérificateur, qui a dit c'est un sujet de salubrité publique. Il a dit c'est une préoccupation de salubrité publique. Et évidemment, il a raison. Et donc, c'est un sujet très utile et vous avez produit un outil utilitaire pour comprendre la problématique de la gestion des ordures et mieux aborder la question. Et vous l'avez fait de fort belle manière, cela a été dit dans votre ouvrage. Vous avez procédé à un état des lieux. Vous avez campé le cadre juridique et institutionnel en montrant ce qu'il y a comme provision, comme disposition, mais en montrant aussi, et cela a été rappelé aussi par Ibrahima Diagne, les insuffisances notamment qu'on peut voir au plan institutionnel et les réformes qu'il faut envisager pour avoir un cadre institutionnel et juridique plus approprié pour la gestion de la question des ordures. Vous avez établi aussi une cartographie des acteurs. Ça a été très intéressant. Les perceptions de ces acteurs, les perceptions sur ces acteurs, le jeu des acteurs, vous l'avez aussi évoqué très bien dans l'ouvrage. Et dimension très intéressante, vous avez aussi fait du benchmarking. Vous avez parlé d'autres expériences, oralement d'ailleurs, vous êtes revenu un peu sur l'expérience du Rwanda, qu'on connaît aussi dans d'autres pays avec les travaux d'intérêt général où chaque week-end ou une fois par mois, on organise une sorte de nettoyage collectif et populaire de la communauté. Donc vous avez fait du benchmarking à cet égard. L'ouvrage ne s'enferme pas simplement dans le cadre du Sénégal, mais l'ouvrage s'intéresse aussi à d'autres horizons, à ce qui se fait ailleurs et propose ou formule notamment qu'on s'inspire de ces bons exemples, de ces success stories. Vous avez aussi dans votre ouvrage, et c'est là qu'intervient ce que j'appelais tout à l'heure l'aspect utilitaire, vous avez essayé de faire des propositions très concrètes que vous avez illustrées en montrant qu'au fond, l'exemple n'est pas forcément lointain comme on le croit. Vous avez même donné l'exemple de Podor, en disant dans le cas du Podor, par exemple, il y a un exemple dont on pourrait s'inspirer. Mais le plus important ici, c'est que vous proposez une approche par le bas, vous proposez une approche communautaire, vous proposez une approche qui se fonde sur les réalités et les préoccupations des terroirs.
vous pensez que ce ne serait pas la meilleure formule, en tout cas, d'envisager une formule générale, impersonnelle, à appliquer partout. Non, il faudrait une approche au cas par cas, et cela est très pragmatique, et cela apparaît clairement dans votre ouvrage. Je ne saurais terminer sans évoquer l'engagement à saluer du représentant du ministre de l'Environnement qui dit fort justement votre ouvrage recèle des propositions intéressantes et nous allons avec vous nous employer à voir dans quelle mesure transformer ces idées généreuses que vous avez dans l'ouvrage en politique publique. Voilà, donc ce que je voulais rappeler comme point de discussion et je pense que le dernier mot ne me reviendra pas. Je voudrais, avec votre autorisation, redonner la parole à l'auteur pour le dernier mot. Merci. Monsieur le représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur le vérificateur général du Sénégal, distingués invités, je pense que mon objectif a été atteint. L'objectif était de partager le contenu du document et en même temps d'interpeller tous les acteurs que nous sommes sur nos comportements par rapport à notre cadre de vie, et nos comportements et les conséquences de ces comportements sur l'état de notre cadre de vie. Je crois qu'à tous les niveaux, chacun est interpellé. Les différentes interventions qui ont été faites prouvent à suffisance que le sujet préoccupe au plus haut niveau tout le monde. Je pense que ça, c'est l'objectif qui a été recherché. Maintenant, ce qu'il faut, donc, c'est comme vous l'avez dit, avec donc, les différents acteurs, essayer de voir dans quelle mesure ces propositions pourraient être mises en œuvre pour contribuer un peu à une amélioration de la salubrité dans nos villes et dans nos